bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine une réflexion autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello et bienvenue dans ce premier épisode de ce podcast. C'est la première fois que j'enregistre un podcast seule et je dois dire que ça m'impressionne un peu. D'habitude, j'ai l'habitude d'enregistrer des vidéos YouTube seule. Alors pour certains, c'est plus compliqué d'être face à une caméra. Pour moi, c'est plus compliqué de faire un podcast parce que j'ai la sensation d'être sur un format bien plus intimiste où on va parler beaucoup plus franchement et honnêtement des choses. Ici, on va parler d'entrepreneuriat, mais pas que, plus globalement de freelancing, de création de projets, parce qu'en fait, certains disent qu'on est entrepreneur à partir du moment où on arrive à en vivre et qu'avant, c'est du bénévolat. Je suis assez d'accord avec cette vision, mais pour autant, il faut bien commencer quelque part. Donc, pourquoi ce nom de podcast, Entrepreneuse sans succès ? C'est parce que globalement, aujourd'hui, j'ai monté beaucoup de projets différents depuis que j'ai commencé à entreprendre il y a 3 ans, et peu d'entre eux ont réussi, oui, et c'est normal, j'ai envie de dire, sauf que on vous montre toujours sur les réseaux la réalité, enfin non, on vous montre toujours sur les réseaux ce qui n'est pas la réalité, qui sont en fait les projets aboutis qui ont fonctionné. J'avais envie aujourd'hui, et plus globalement dans ce podcast, de parler des vraies choses. Et pour ça, quoi de mieux que de commencer par parler justement de l'entrepreneuriat. Est-ce vraiment la vie rêvée et qu'est-ce qui se cache derrière réellement ce terme ? Est-ce que vraiment toutes les images qu'on a sur les réseaux sociaux, sur Instagram sont vraies ? Évidemment non, sinon il n'y aurait pas d'épisode. Merci Claire. Et je vais essayer de le faire un peu avec une touche d'humour parce que il faut un peu désacraliser ce sujet. Je trouve qu'on en parle toujours beaucoup trop sérieusement alors qu'en fait c'est juste des gens qui tentent des trucs et qui arrivent, ou pas d'ailleurs du coup, à en vivre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais commencer par revenir un peu sur la vision qu'ont les gens de l'entrepreneuriat grâce à nous, chers entrepreneurs. Ouh là là, ça y est, je me considère comme entrepreneuse. Grâce à toutes les photos sur Instagram, sur les plages de Bali qu'on vous met avec notre ordinateur, alors que non, on n'a pas travaillé une seule minute sur cette plage à Bali. Juste, on a pris la photo et après on est retourné s'enfermer dans notre chambre d'hôtel. Mais du coup on va parler de cette face, de la face visible de l'entrepreneuriat et ensuite de la face cachée et de à quoi ça ressemble réellement l'entrepreneuriat, parce que je pense que pour plein de gens qui veulent se lancer, ça doit pas vous décourager, mais je pense que c'est important d'être prévenu. En tout cas il y a des choses que j'aurais aimé savoir, donc on va commencer tout de suite par la vision qu'ont les gens de l'entrepreneuriat. Donc sur Instagram, on voit souvent justement ce mythe, et là peut-être que je m'attache un peu trop à la vision réductrice de l'entrepreneur qui commence en tant que freelance, puisque c'est vrai que pour moi le freelancing c'est un peu la première étape de l'entrepreneuriat, c'est comme la première étape à valider, c'est la plus simple, tu vois, genre t'es tout seul, tu fais des choses que tu faisais déjà quand t'étais potentiellement salarié, et juste en fait tu le vends toi-même à une entreprise, mais c'est pas forcément ça l'entrepreneuriat. Le freelancing c'est la step 1 et d'ailleurs t'es même pas obligé de passer par cette étape. Si tu veux entreprendre, tu peux aussi juste partir sur un projet, bref, c'est pas le sujet du jour. Mais donc peut-être que la vision que je vous partage elle est peut-être un peu trop associée au freelancing, mais je trouve que on a vraiment cette vision de l'entrepreneur qui a la chance de pouvoir travailler depuis son ordinateur partout dans le monde. Il passe la moitié de son année à Bali sur la plage à siroter des cocktails, il se lève à l'heure qu'il veut, il bosse en pyjama depuis son canapé. Si on est en semaine et qu'il a la flemme, en fait il a juste qu'à pas se lever, c'est ok de rester au lit. et en fait c'est un peu le gars qui est libre et qui fait ce qu'il veut quand il veut, et sur les réseaux ça envoie des petites photos depuis la plage, des photos depuis le monde entier, ça voyage tout le temps, et je pense que ça c'est vraiment une image qu'il faut déconstruire parce que l'entrepreneuriat c'est pas ça. Et si vous le faites parce que vous avez envie vous aussi de faire le tour du monde et de passer vos journées à faire du surf et à travailler depuis votre ordinateur, vous risquez d'être grandement déçus. Alors à quoi ça ressemble réellement un entrepreneur ? Ça fait 3 ans maintenant que j'essaye de créer des trucs par moi-même et que du coup j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Je peux vous dire que j'en ai rencontré très peu, voire aucun, qui passe réellement la moitié de l'année à Bali à faire du surf. Non, ça ne marche pas comme ça, pas du tout. Être entrepreneur, c'est déjà commencer par définir son offre. Et ça déjà,
c'est pas si simple. Alors quand t'es freelance, tu peux te dire que c'était ce que tu faisais quand t'étais salarié, mais si on accorde, enfin, si on étend cette vision à l'entrepreneuriat en général, une offre c'est bien plus complexe et on passe presque tout notre temps à réfléchir justement, soit à recréer une offre depuis zéro entre guillemets, soit à la modifier, l'améliorer, etc. C'est une étape qui est hyper importante et qui est centrale de l'entrepreneuriat, le fait de définir son offre. Ensuite, évidemment, la partie trouver des clients. Un entrepreneur reste un vendeur, chose que je déteste faire. Pas facile du tout pour moi. Un entrepreneur doit être capable de se former seul aussi, parce que quel que soit le sujet sur lequel il va intervenir, les choses changent tellement vite aujourd'hui qu'un entrepreneur doit être capable de se former tout seul, tout le temps, et même genre être capable de s'organiser pour réussir à intégrer ça dans son quotidien. Et puis il y a tous les bails administratifs, là, les trucs relous, la compta, les machins, ça... Franchement, on m'en parlait plus. Si j'avais su qu'il y avait tout ça, je ne sais pas si en vrai j'aurais quand même fait. Mais c'est vraiment le truc que je déteste le plus dans mon quotidien. Peut-être qu'il y en a qui adorent, moi, c'est pas mon cas. Et donc, du coup, à quoi ressemble moi réellement mon quotidien? Si ça vous intéresse, en fait, ça fait 3 ans du coup que j'ai monté un projet qui s'appelle Vrai Futur, qui était à l'origine un blog, qui est devenu une chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube qui a un peu plus de 11 000 abonnés, un compte Instagram qui en a un peu plus de 5 000 et on vient tout juste de débuter sur TikTok. Là, ça fait un mois, même pas, on doit avoir 600 abonnés, quelque chose comme ça. Et donc Brave Futur est un média pour aider les jeunes à s'orienter et clairement ça ne me génère aucun revenu. C'est pour ça je dis que c'est quand même un projet entrepreneurial parce que bon, j'aimerais bien pouvoir en vivre et c'est l'objectif d'y trouver un business model. Mais mon mec a tendance à dire que je fais plutôt du bénévolat. Il a raison, hein, et je ne sais même pas comment on détermine ça quand c'est même plus du bénévolat mais que ça te coûte de l'argent puisque clairement on en est là. Et mon business model, avec des gros guillemets, hein, parce que clairement ce n'est pas un business model actuel pour financer Brave Futur, c'est de faire des missions freelance à côté qui me permettent d'avoir de l'argent que je réinvestis dans Brave Futur. Donc mes missions freelance, qu'est-ce que je fais à côté? Eh bien en fait, j'ai pas fait le choix facile entre guillemets de faire ce que je faisais en tant que salarié, mais en fait comme je me suis formée grâce à la création de Brave Futur sur plein d'autres sujets, en fait c'est plutôt ces sujets-là que j'ai transformés en compétences pour les proposer à des clients. Donc mes missions freelance, elles tournent globalement autour de 2 gros sujets, le marketing digital, oui, les réseaux sociaux, tout ça, et à côté le no-code, parce qu'avant en fait j'étais développeuse et quand j'ai découvert qu'en startup on faisait du no-code, je me suis dit mais ce truc est incroyable, permettre à n'importe qui de tester un projet avec justement des moyens limités puisque forcément t'as pas d'argent et donc tu peux développer une petite application pour tester un petit site web et tout avec du no-code. J'ai trouvé ça incroyable, ça m'a passionnée. Aujourd'hui mes outils de prédilection pour ceux que ça intéresse, Notion, Integromat ou Webflow, si je ne devais en citer que 3. Et donc du coup mes missions freelance tournent globalement autour de ça. J'adore tout ce qui est automatisation et marketing digital. Je fais aussi des missions, par exemple, de gestion de compte Instagram. C'est pas forcément quelque chose que je mets en avant, mais voilà, tu vois, même en tant que freelance, moi je suis toujours dans cette problématique de définir mon offre. Je n'ai pas 2 missions freelance qui se ressemblent. Je vais sur Welcome to the Jungle globalement où je scroll dans mon feed LinkedIn et dès qu'il y a une mission qui m'intéresse, et en fait je contacte la personne ou d'ailleurs très souvent c'est plutôt dans l'autre sens aussi on me contacte et parce que du coup je publie sur les réseaux donc j'ai de la visibilité donc on me contacte et c'est comme ça que je trouve des missions. Je donne aussi beaucoup de cours dans des écoles mais ça c'est un peu le truc que tu fais quand t'as pas d'argent à la fin du mois. Ça te permet d'avoir 2-3 jours de mission par mois, on va dire. Mais globalement, j'aimerais demain avoir un projet type Brave Futur dont je puisse vivre et arrêter le freelancing. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, entreprendre, quand on pense à l'entrepreneuriat au global, on pense souvent tout de suite à la liberté. Et c'est souvent ce qui est mis en avant, même pour le freelancing. Là, c'est vraiment genre l'entrepreneuriat au global. Souvent, on se dit c'est la liberté parce que t'as plus de patron, que tu peux faire ce que tu veux et tout. Sauf que, vraiment, et je pense que c'est le sujet central de cet épisode, cette liberté, elle a un coût. C'est celui que tu dois toujours et tu es tout le temps en remise en question perpétuelle. Et c'est douloureux. T'as personne qui va venir te réveiller le matin et te motiver à accomplir des choses. T'as personne qui va te dire quoi faire non plus. Quand t'es face à une difficulté, tu dois trouver une solution par toi-même. Et c'est ça qui est cool. En fait, moi, c'est ça qui me plaît. C'est que du coup, j'ai vraiment la sensation d'être devenue un peu le main character, ce truc à la mode là, le personnage principal de ma vie. Et en fait, c'est vraiment ça. J'ai vraiment enfin la sensation d'avoir
repris le contrôle de ma vie grâce à ça. Sauf que dans les faits, cette liberté, elle est hyper épuisante. Parce qu'une des choses qui nous coûte le plus cher en énergie à nous petits êtres humains, je trouve, c'est le fait de prendre des décisions. Et quand tu es entrepreneur, tu prends tout le temps des décisions. Et en plus, t'es seul. C'est vraiment un problème de l'entrepreneuriat, ça, c'est que t'es seul, vraiment. Alors évidemment, dans la réalité, on ne réussit jamais seul. Il faut même s'entourer assez vite, même quand on est freelance, parce que freelance, on se dit, il est tout seul, machin, il va à Bali, il va en Australie, il fait ses bails. Non, franchement, il faut très rapidement intégrer des communautés, des agences. Mais bon, ce sera pas forcément le sujet du jour, mais on en reparlera plus tard si vous le souhaitez, de la solitude. Et ce qu'il faut retenir, c'est que en tout cas, tu seras toujours la personne qui va prendre la décision finale et que tu devras donc nécessairement en assumer les responsabilités. Et ça, on n'y a jamais été habitué. Et prendre la responsabilité de ses réussites, c'est facile, mais il faut aussi prendre la responsabilité de ses échecs. Et dans un job classique, dans la réalité, il y a peu de personnes qui ont autant de responsabilités qu'un entrepreneur. Honnêtement, ça fait beaucoup de responsabilités pour une seule personne, c'est lourd à porter. Et du coup, en fait, on y pense tout le temps. C'est difficile de couper et on se retrouve nécessairement à un moment ou à un autre confronté à un échec qui va être un peu plus douloureux que les autres. Et depuis que j'ai commencé, j'ai beaucoup remis en question la notion d'échec. Et le dernier en date, il date d'il y a pas très longtemps, c'était il y a un mois, quoi, quelque chose comme ça, où j'ai voulu lancer une nouvelle offre pour Bref Futur, mon programme donc qui s'appelait La Quête, qui était donc à destination des lycéens qui souhaitaient trouver quoi faire l'année prochaine. Donc leur proposer un programme complet avec toutes les thématiques que vous retrouvez sur ma chaîne YouTube Bref Futur. Et donc c'est-à-dire développement personnel, apprendre à se connaître soi-même, une partie dédiée uniquement aux échéances Parcoursup, qui est donc la plateforme pour choisir si tu vas faire un IUT, une école, etc. Des thématiques liées au bac ou grand oral, une nouvelle épreuve du bac, etc. Et enfin, une partie plus globalement sur l'avenir. Et bref, quand j'ai sorti cette offre, j'étais sûre de moi. Enfin non, j'étais pas sûre de moi, mais je savais que ma strat marketing, elle était good, elle était ok. Je l'avais déjà déroulée pour des clients, elle fonctionnait. Donc j'avais mon lead magnet, j'avais mes pubs Facebook Ads, j'avais mes pubs Google Ads. Bref, si vous voulez, on en reparlera de tout ça. J'avais bossé pendant 2 ans sur ce programme. Et donc, j'étais vraiment en mode, je sais qu'il y a un besoin. Je parle avec des lycéens tous les jours, via Instagram particulièrement. Je sais que c'est quelque chose qui va leur plaire. Je l'ai co-construit avec eux. J'ai quand même eu 30 bêta-testeurs pour ce projet. Donc, j'étais plutôt pas mal, tu vois. J'avais, on va dire, respecté toutes les cases de ce qu'on t'apprend quand tu fais, quand tu veux monter un projet. Sauf que dans la réalité des choses, il y a des projets qui en fait ne trouveront jamais de ce qu'on appelle le product market fit. Et donc ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas fait une seule vente. Aujourd'hui j'en rigole, au début j'en rigolais moyen. Et c'est la première fois que je balance cette info, mais je crois que j'avais besoin d'accoucher de cette info, vraiment. Peut-être que personne ne va écouter ce podcast, mais au moins moi j'aurai la sensation que c'est bon, c'est sorti et ça me fait du bien. Et en vrai c'est quand même une vraie claque quand tu bosses sur un projet comme ça pendant 2 ans, mais je me suis rendu compte que je l'avais pas si mal vécu, pas aussi mal vécu que ce que j'aurais pensé, donc plutôt positif. Au final, quand j'ai fait le bilan, en fait, je me suis dit, mais meuf, t'as quand même réussi à créer ton programme. Donc déjà, bravo, c'est pas si simple. Plus de 60 vidéos, 12 e-books, une thématique par semaine pendant 1 an. On n'est pas sur un petit programme. T'as exécuté seule toute une stratégie marketing sur 1 mois avec des publicités Facebook Ads, Google Ads, toute seule. Et t'as réussi à collecter quand même plus de 2000 leads. Alors 2000 leads, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais donc si on ramène au coût par lead, j'avais un coût par lead à 12 centimes. Donc chaque adresse mail me coûtait 12 centimes. Peut-être je vais revenir sur la notion de lead parce que je déteste les gens qui mettent des mots dans des podcasts que je ne comprends pas. Donc un lead, en gros, c'est une personne qui va te donner son adresse mail en échange d'un contenu gratuit. Et donc ce lead va être potentiellement plus ou moins qualifié en fonction du contenu que tu vas proposer. Moi, en l'occurrence, je proposais un mini programme pour trouver quoi faire l'année prochaine. Donc clairement, les personnes qui cherchent leur orientation, qui en fait sont ma cible, vont être intéressés par ce lead, par ce lead magnet, par ce contenu gratuit. Et donc du coup, ils vont me laisser leur adresse mail en échange. Donc 12 centimes de coût par lead, on est bon et tout. Et je me dis, franchement, ça va convertir. Au début, quand je vois les performances des pubs, je suis en mode, c'est sûr que ça va convertir. Pas du tout. Pas du tout. On a vraiment eu 0 vente.
Donc j'avais aussi donné la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour en discuter. Ma page de vente était pas mal visitée et je recevais énormément de mails de gens qui me félicitaient pour mon travail, que c'était vraiment génial. Eh bien, j'ai découvert quelque chose. Des gens qui vous félicitent, ce sont pas des futurs acheteurs. C'est presque des gens qui se sentent tellement mal de pas pouvoir acheter chez toi que du coup, ils se sentent obligés de te remercier pour le travail que tu as fait jusque-là gratuitement. Donc voilà, des dizaines de messages de remerciements pour du contenu gratuit, c'était très cool, mais c'est pas ça qui paye le loyer. Donc j'étais toujours bénévole là, clairement, on était toujours sur du bénévolat. Et puis bon, comme je disais, c'est même plus du bénévolat, ce projet m'a coûté de l'argent puisque j'ai une freelance qui travaillait avec moi pour le design de certains contenus, donc une partie vraiment, on va dire, artistique. Et j'ai aussi payé les pubs. Les pubs, c'est pas gratuit. Et clairement, ça me serait arrivé il y a 2 ans. J'avais un mental de chips. Vraiment, j'étais une catastrophe. Je pense que j'aurais pleuré. Je me serais effondrée pendant 3 jours dans mon lit et on ne m'aurait pas vue. Et donc là, j'avais anticipé que cette option pouvait arriver. Et donc, je m'étais dit, ok, si ça t'arrive, il va falloir que tu luttes, que tu réussisses à surpasser cette étape. Et je me souviens, j'avais un anniversaire d'une copine qui compte beaucoup pour moi. Donc, je voulais y aller à cet anniversaire. On parlera après de la sociabilisation en tant qu'entrepreneuse. Et en fait, je voulais y aller à cet anniversaire, mais c'était juste après mon lancement. Donc, je savais que j'aurais les résultats et que si j'avais fait 0 vente comme ce qui est arrivé, potentiellement, je serais obligée de lui sortir un mytho pour lui dire, en fait, je ne peux pas venir. En fait, ça fait 3 jours que je chiale, ok? Mais ce qui s'est passé au final, c'est que j'ai réussi à aller à cet anniversaire, même à kiffer. Et j'étais face à cet échec, j'étais plutôt perturbée parce que j'étais même excitée que ça n'ait pas marché. J'étais en mode purée, c'est trop stylé, un nouveau challenge. Et là, je me suis dit quand même, meuf, t'es grave, t'avais vraiment envie que ça fonctionne, qu'est-ce que tu fous? Mais en même temps, ça m'a permis de rebondir très vite. Donc c'était cool, tu vois, parce que je me suis dit, très rapidement, j'ai de nouveau créé une note dans mon téléphone où je listais tous les trucs que j'avais envie de faire. Donc il n'y avait pas tant de négatifs que ça. Et ça m'a plutôt étonnée. Mais tout ça pour conclure que en fait, quand tu es entrepreneur, pour en arriver là, il faut quand même atteindre une certaine résilience. Et c'est chaud, franchement c'est chaud parce que au début quand tu commences, moi je me souviens de moi, une de mes premières vidéos YouTube, elle a dû faire 2 ou 3 vues, tu vois, genre les 3 potes auxquels je l'ai envoyée en fait. Et j'ai eu un pouce rouge. Je sais pas s'il y en a, non il y en a plus, mais les créateurs les voient quand même. À l'époque il y en avait encore. Et on dirait que ça fait longtemps, ça fait que 3 ans. Et donc du coup quand j'ai eu mon premier pouce rouge, j'étais vraiment pas bien, genre ça me donnait mal au ventre, je me souviens j'étais dans mon lit et tout, on était en plein confinement. Et en fait, c'était un pote à moi qui m'avait fait une blague. Et là, je me suis dit, mais meuf, il va falloir que tu gagnes en résilience parce que si un pouce rouge te fait paniquer comme ça, t'es pas prête de poursuivre parce que ça va être compliqué. Donc, bref, j'ai réussi à rebondir, j'ai écrit plein de choses dans mes notes et donc ça m'a permis de direct me dire, ok, si ça marche pas, je vais faire ça, plan d'action. Et honnêtement, je pense que je me suis donné, en 3 jours, j'avais des nouvelles idées, tu vois, pour rebondir, chose qui ne me serait jamais arrivée avant. Donc, j'étais trop contente. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que, comme après une mauvaise rupture, j'ai demandé à tous mes leads pourquoi ils n'avaient pas voulu poursuivre la relation avec moi. Exactement. Au lieu de leur envoyer un SMS, je leur ai envoyé un mail puisque je n'avais que leur adresse mail et j'ai cherché à comprendre. Je me suis confrontée à la réalité. En fait, je leur ai demandé est-ce que tu peux compléter ce petit questionnaire. Il y avait 3 questions pour comprendre pourquoi ils n'étaient pas passés à l'achat. Et j'ai reçu des dizaines de mails. C'était même pas ils ont répondu au questionnaire, c'est qu'ils m'ont envoyé des mails pour me faire des romans pour m'expliquer qu'en fait, ils avaient grave besoin de ce truc, mais des dizaines. Quand je dis dizaines, c'est vraiment... Je crois qu'en tout, j'en ai eu 50. Mais pour m'expliquer à quel point ils avaient besoin du programme, mais à quel point ils n'avaient pas l'argent pour ce programme. Alors, je vous arrête tout de suite sur le prix, parce que peut-être que vous ne saviez pas, certainement que vous ne saviez pas d'ailleurs, le programme coûtait 600 € à l'année. Et cela vous donnait accès en fait à plus de 60 vidéos et 12 e-books. Donc, c'était quand même pas un petit programme. Et surtout, tu avais un live tous les mois en petit groupe. Donc, c'est vraiment un accompagnement mensuel. Et mon souhait en mettant un prix à 600 €, c'était de pouvoir accueillir 100 à 150 jeunes en étant
tout juste rentable pour être totalement honnête, mais de pouvoir avoir un vrai suivi, parce qu'en fait on parle vraiment de développement personnel dans le sens où on parle de jeunes qui vont choisir leurs études. C'est pas un sujet où je vais former, des nouveaux entrepreneurs à la nouvelle régie Google Ads. C'est très bien comme sujet, mais je pense qu'il y a beaucoup moins d'impact sur ces entrepreneurs dans leur vie que sur des jeunes qui choisissent leur orientation. C'est quand même une grosse décision. Donc, je voulais un accompagnement vraiment très personnalisé et pour moi, c'était nécessaire. Et même eux, dans leur mail, je le voyais, ils disaient en fait... les lives, c'est bien aussi, mais à ce prix, je m'attendais à des coachings. Mais en fait, à 600 €, t'as pas tout ça. T'as pas un live par mois, 60 vidéos, 12 e-books et puis 3 heures de coaching par mois. En fait, ça ne marche pas comme ça. C'est pas possible. Et donc, en creusant encore plus, je me suis rendu compte que donc soit j'avais affaire à des jeunes justement qui avaient vraiment envie du programme et qui voulaient vraiment en bénéficier, mais qui donc n'avaient pas les moyens, ou soit j'étais face à des parents qui, eux, en fait, auraient l'argent, mais qui, n'étaient pas OK avec ma pédagogie. C'est-à-dire que moi, je vais conseiller à leurs enfants de prendre... Enfin, pas conseiller. Je vais leur faire prendre conscience de leur libre arbitre et de tous les choix qui s'offrent à eux. Et on est face à des parents, là, dont je parle, qui s'attendent plutôt à ce que je dise à leur enfant. Il faut faire de grandes études, mon enfant, plutôt des études de médecine, d'ingénieur ou bien avocat. Et puis, tu réussiras de cette façon dans la vie. Alors que mon programme, c'est tout l'inverse. Mon programme, c'est, en fait, tu peux devenir qui tu veux. C'est de leur donner confiance. Et pour qu'ils arrivent à s'émanciper sainement. Je challenge même le concept de réussite. Donc, tu vois, pour les parents qui pensent que la réussite ne passe que par les études, déjà, on n'est pas d'accord. Donc, en fait, j'avais personne pour payer mon programme. Donc, la conclusion de tout ça, ça a été, OK, en fait, soit on arrête, soit je trouve un autre moyen de financer le programme. Et donc là, affaire à suivre, puisque c'est actuellement ce que je suis en train d'essayer de faire. Donc j'ai contacté des personnes qui pourraient potentiellement être intéressées pour être sponsors. Mais depuis le début, je mets un point d'honneur à ne pas me faire sponsoriser. Je ne fais aucun partenariat avec des écoles. Pourquoi ? En fait, pour moi, c'est ma valeur. C'est-à-dire que... si jamais je me mets à mettre en avant telle ou telle école, en fait, comment je peux fournir un programme qui va leur faire prendre conscience de leur libre arbitre alors que je vais devenir influenceuse pour des écoles ? Ça ne marche pas, c'est pas OK. Je suis pas OK avec ça. Au contraire, j'ai plutôt tendance à déconstruire, à essayer de leur donner des outils pour justement ne pas se faire arnaquer. Donc on va éviter de foncer dans le truc de marketing de « je vais faire des partenariats avec des écoles privées super chères qui ont des budgets marketing énormes alors qu'on est en France et qu'il y a des études publiques qui sont incroyables ». Donc, problématique, qui va payer, affaire à suivre. Donc suite à l'échec, arrive aussi un autre moment douloureux qui est la remise en question. Et là, cette fois-ci, elle a vraiment été très intense parce que je me posais beaucoup de questions, parce que c'était la première fois depuis que j'ai commencé que je remettais en question l'existence même de Bright Future. Je me disais, mais en fait, est-ce que je vais continuer ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup ? En fait, je ne peux pas continuer comme ça, un truc bénévole, alors qu'aujourd'hui, clairement, j'ai besoin d'argent. Enfin, j'ai besoin d'argent. Comme tout le monde, en fait, pour vivre. Tout le monde a un métier. Moi, si je veux pouvoir en faire mon métier, il faut que ça me rapporte de l'argent. Donc j'ai été dans un moment où je savais pas trop si je voulais uniquement me focus sur mes missions freelance, parce que en vrai, je m'épanouissais pas mal à ce moment-là, et donc j'étais en mode, à ce moment-là, il y a un mois, hein, je m'épanouissais pas mal, et je me disais, ok, peut-être que c'est le moment en fait de, actuellement je bossais 3 jours par semaine sur mes missions freelance, et puis 3 autres jours, voire 4 sur Bright Future. Est-ce qu'on passerait pas à 7 jours par semaine ? Enfin, non, 5, pardon. Il y a que 5 jours dans une semaine. Il faut que je reprenne des week-ends. 5 jours par semaine sur des missions freelance. Après est venu le moment de la réflexion. Si je continue sur des missions freelance, lesquelles ? Parce qu'aujourd'hui, je fais plein de missions qui sont très différentes. Qu'est-ce que j'aime vraiment ? Sur quoi j'ai envie de devenir experte ? Genre, qu'est-ce que je veux mettre comme phrase sur mon LinkedIn, tu vois ? C'était un peu la question qu'il y avait en background dans ma tête. Et dans le même temps, il y a eu des gros changements sur ma mission freelance principale. En fait, il y a eu un gros changement de business model. Et donc, en fait, ma mission au quotidien a énormément changé. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, mais en fait, là, dans mon quotidien, il n'y a plus rien avec lequel je suis OK, quoi. Il n'y a plus rien qui me plaît. Il va falloir que ça change. Et donc, en général, quand mon cerveau sonne l'alerte et que je sens que je m'épanouis plus dans ce que je fais, alors que, je rappelle, on quitte le salariat en pensant être libre et donc en voulant faire de l'entrepreneuriat, en se disant c'est de cette façon qu'on va être épanoui, mais en fait tu te retrouves dans la même situation. Quitter le salariat pour la liberté n'est pas forcément la solution entre guillemets, parce que quoi qu'il arrive, il y a un moment où tu te sentiras de nouveau
entre guillemets, c'est pas pris au piège, mais tu te retrouveras forcément face à une autre situation qui te demandera de nouveau d'évoluer et c'est pas grave, tu vois. Je sais pas si j'ai été très claire là-dessus, je crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne quitte pas le salariat parce que, en fait, on ne veut pas faire des choses qu'on n'aime pas, dans le sens où, en fait, même quand on est entrepreneur, il y a toujours des choses qu'on va se retrouver à faire à un moment qu'on n'aimera pas. Et là, en l'occurrence, c'était ce qui m'arrivait. Dans mon quotidien, je me rendais compte que mes missions, elles me plaisaient plus. J'étais vraiment pas bien. Et donc, je me suis rattachée à tout ce qui est stable, on va dire, dans ma vie, comme d'habitude. Ma famille, mes amis, le sport. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, j'ai même créé une petite note dans mon téléphone pour ou contre tout plaquer. Ça, c'est un peu ce que je fais quand vraiment il y a des grosses remises en question, tu vois. Et j'ai écrit dans cette note pendant 1 mois. Et à la fin de ce mois, j'ai fait le bilan. Et je me suis dit, ok, est-ce que je plaque tout ou pas? Ça pourrait faire, rien que cette note pourrait faire l'objet de tout un épisode. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de changements, de rebondissements dans cette réflexion. J'étais perdue, j'étais totalement paumée. Mais en fait, ça fait partie totalement du process. Et pour, justement, en tant qu'entrepreneur, réussir à avoir une certaine résilience et ne pas rester dans des situations comme ça, parce que quand tu fais partie, comme moi, vraiment comme moi, de la team des meufs fragiles qui n'ont pas confiance en elles et qui n'osent pas dire ce qu'elles pensent, prendre une décision face à ce genre de situation n'est pas simple du tout. Et même si les gens ont l'impression quand je le fais que c'est naturel, que ça sort tout seul, non. J'ai imaginé la discussion que nous sommes en train d'avoir et qui n'est pas du tout comme je l'imaginais au moins 50 fois avant qu'elle ait lieu. Mais il est essentiel d'être capable de prendre ces décisions, pas forcément du tout plaquer, mais prendre la décision d'initier un changement. Quand tu vois que ça fait 1 mois par exemple que ça va pas, comme moi là je trouve que c'était une bonne temporalité, en fait... faut que ça change et tu es la seule à pouvoir l'initier ce changement. Donc il faut être conscient que quand on sent que ça ne va pas, il faut vraiment ne pas avoir peur du changement. J'adore la phrase d'Einstein qui dit « La folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu te rends compte que ce que tu fais ne te convient pas, en fait change et fais autre chose. » Et c'est pas grave et le test fait partie du process, ça fait partie de la vie et il est normal, tu vois. Genre, je me dis que peut-être un jour, j'aurais vraiment trouvé un truc qui me plaît à mort, mais je crois pas, tu vois. Je crois que toute ma vie, même si vous avez l'impression que je fais toujours la même chose, je serai toujours en train de faire des tests de nouveaux formats, de nouveaux trucs, je sais pas comment expliquer, mais c'est normal de changer et c'est ok. Tout ça pour conclure sur cette partie de l'échec dans l'entrepreneuriat, comme je le vis en tout cas. C'est des réussites, certes, mais c'est aussi beaucoup d'échecs qui vont pas te laisser le temps de chouiner dans ton coin pour te laisser digérer. Il faut remonter en selle très vite et la première fois, ça fait mal. Mais ne t'inquiète pas, plus tu vas en encaisser, plus tu vas apprendre à rebondir vite. Mais là, je vous fais tout un pitch, mais au final, vraiment, la qualité qui se cache derrière, c'est la résilience. Et pour autant, je pense pas qu'il soit nécessaire forcément d'en avoir une grande quantité au début. Je pense que par contre, l'entrepreneuriat forge la résilience. Genre, il t'en faut un petit peu au début pour être capable de remonter en selle la première fois et de pas abandonner face à la première difficulté. Mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est juste augmenter sa résilience. Tu progresses en tant qu'entrepreneur quand tu augmentes ta résilience. Et pas que, mais en tout cas, à mon avancement de l'entrepreneuriat, c'est la réflexion que j'ai. C'est pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la résilience. Maintenant, je voulais revenir sur l'impact de l'entrepreneuriat sur sa vie privée, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a un grand impact de ce choix sur sa vie privée. Et même si on a l'impression que c'est super cool, qu'on peut voyager à droite à gauche, on fait la fête, machin, etc. Dans la réalité, quand on devient un peu le main caractère de sa vie, on vit tout avec passion et intensité. Et la réalité, en tout cas pour moi, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser quasiment tout le temps à son projet. Que ce soit un succès ou un échec, on vit pour ça en fait. Et donc oui, parfois on se retrouve à 2h du matin à se réveiller et à écrire des notes dans son téléphone parce que on a une nouvelle idée et qu'on peut pas s'en empêcher. Et je sais pas si c'est l'entrepreneuriat ou la créativité qui fait ça, mais genre même quand je suis en train de regarder un film, en fait moi il y a 2 solutions. Soit je me termine à
écrire une note dans mon téléphone parce que ce film m'a donné une idée, soit je m'endors devant. Voilà, il y a que deux solutions possibles. Il y a que deux issues possibles au fait que je regarde un film ou une série. Et donc j'ai beaucoup de mal à couper, c'est voire quasiment impossible pour moi. En fait, la seule façon que j'ai de couper honnêtement aujourd'hui, c'est le sport ou le fait d'organiser des vacances où par exemple je vais visiter des monuments, des trucs, etc. Mais qu'en gros il y a un planning, parce que sinon si tu me fais pas un planning où je dois couper de mon ordi, tu peux être sûr que de toute façon je l'emmène, hein, on va pas se mentir, et de toute façon je finirai dessus s'il n'y a rien de prévu, c'est sûr. Voilà, tu me retrouveras dans un café en train de travailler. Mais c'est peut-être une addiction, hein, très fortement probable d'ailleurs, peut-être que ça fera un autre épisode si ça vous intéresse, mais c'est très difficile de couper. Et j'en arrive même à me demander, et je pense que ça va attrister beaucoup de personnes, mais peut-être que certains vont comprendre ce que je dis, c'est que parfois je me demande vraiment qui je suis sans parler de travail. En fait, je le ressens de plus en plus, particulièrement en soirée, quand je suis en soirée et que je me sens profondément seule parce que vraiment il y a vraiment du monde, mais j'ose parler à personne, je processe toutes les interactions sociales qui vont avoir lieu dans ma tête avant qu'elles aient lieu, parce que je me dis mais de quoi je vais pouvoir parler avec cette personne? Je vais lui demander comment s'est passée sa semaine, elle va me faire un pitch sur le fait qu'elle déteste son travail, qu'elle déteste son nouveau boss, qu'elle déteste tel truc, et moi je n'aurais envie que d'une chose, c'est de lui dire en fait, si tu n'es pas heureux dans la situation que tu es et que tu as, casse-toi. En fait, si j'ai quitté le salariat, c'est aussi parce que j'étais fatiguée d'être entourée que de personnes qui ne sont pas satisfaites de leur situation, mais qui ne font rien pour que ça change. Et donc, quand je me retrouve dans des interactions sociales avec des gens qui ne sont pas entrepreneurs, je me retrouve souvent face à des gens comme ça, parce qu'il y en a tellement. Il y a très peu de salariés qui sont hyper heureux dans leur taf, j'en connais vraiment très peu. Et pour autant, j'en connais aussi très peu qui font que les choses changent. Alors que quand ils se confient à toi et qu'ils te parlent justement du fait que ça va pas, ils s'attendent pas à ce que tu leur dis mais bouge-toi le cul et trouve une solution et puis change. Ils s'attendent à ce que tu les écoutes et à ce que tu aies de l'empathie pour eux. J'ai appris à le faire, mais c'était pas naturel, hein, vraiment pas. Hein. Et le pire, c'est que du coup, je ne sais pas de quoi parler et c'est très dérangeant. J'ai la sensation que je suis devenue totalement asociale. C'est très difficile. Les personnes avec lesquelles je me sens le mieux maintenant, ce ne sont pas des amis à proprement parler, ce sont des personnes avec lesquelles je peux parler business, parce que ce sont des discussions passionnées. Fort heureusement, certaines personnes dans le business sont devenues des amis, et ouf, genre alléluia. Mais parfois j'ai des discussions avec des amis que j'avais de l'enfance qui m'attristent, enfin pas qui m'attristent, mais des échanges où je me rends compte que tu sais, il y a des blancs, il y a des trucs, et je me dis mais je ne sais plus faire. Je sais pas faire. Et c'est dur. Franchement, c'est dur. Et d'ailleurs, quand je me suis lancée très rapidement, je me suis fait larguer, hein, parce que j'avais un copain à l'époque. Et en fait, lui, il avait pas signé pour ça. Il avait signé pour être avec Claire, pas pour être Drive Future, tu vois. Et donc là, je me suis dit, oh là là, c'est normal hein, qu'il en ait marre de moi. C'est normal. Je ne parle que de ça, Jean-Cat. Et lui, il ne peut pas comprendre puisqu'il est salarié, qu'il déteste son taf et qu'il ne fait rien pour que ça change. Donc, tu vois, genre, c'est très compliqué, les interactions sociales. Parce que tu te coupes à toute une partie du monde, tu vois, et je pense que c'est normal, mais c'est dur. Et donc, du coup, tu te retrouves, quand tu commences comme ça à te lancer en indépendant et que tu changes beaucoup de choses dans ta vie, plus globalement tous les changements dans ta vie, tu vas te retrouver face à ces situations où, en fait, initier un changement va en entraîner d'autres, et donc tu vas beaucoup manquer de stabilité. Et la stabilité, pour moi, c'est quelque chose de positif, hein. C'est l'équilibre, tu vois, c'est le fait que tu puisses te raccrocher à quelque chose qui va te tenir, c'est horrible, mais qui va faire que tu n'auras pas envie de te suicider tous les matins quand tu te lèveras. Ouh là là, c'est un peu dur ce que je viens de dire. Mais c'est ça, en fait. C'est, en fait, c'est dur, mais on s'en sort, et c'est ce qui est cool, c'est que même moi je trouve après 3 ans et du recul que c'est même mieux après, mais en vrai c'est toujours dur, les interactions sociales. Je trouve que c'est la partie la plus dure, vraiment, parce que je ne sais plus de quoi parler. En famille aussi, hein, factuellement en famille, les discussions, je me dis waouh, j'ai l'impression d'être dans une chanson d'Orelsan, les fêtes de famille, tu vois, mais que c'est la vraie vie et qu'on n'a plus rien à se dire parce que mon quotidien est beaucoup trop loin de tout. C'est horrible. Mais je progresse là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'arrive à prendre du recul et à me dire, mais en fait, c'est ok de temps en temps de pas travailler, de ne pas parler business, même si c'est dur. En fait, j'arrive à accepter que les autres ne sont pas comme moi, et ça,
C'est horrible parce que pendant longtemps, j'avais du mal, tu vois. Je me disais, mais comment les autres ne peuvent pas être autant passionnés par leur travail? Et en fait, bah, c'est juste qu'ils ne placent pas dans leur système de valeurs le travail au même niveau que moi. Je pense que pour moi, c'est peut-être le truc le plus important. Je sais pas avec la famille, tu vois, genre les deux sont en confrontation perpétuelle. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai pris certaines décisions là. C'est parce que j'ai besoin de ma famille et que actuellement, enfin, j'ai besoin de ma famille. C'est pas que j'ai besoin de ma famille, c'est que je me sens trop éloignée d'elle actuellement alors que j'aime ce contact proche avec elle. Et donc, j'ai pris des décisions pour justement pouvoir m'en rapprocher, tu vois. Et pouvoir leur accorder plus de temps dans ma semaine. Mais en fait, tu vois, genre, quand ta valeur travail est première dans ton système de valeurs, forcément que tu parles que de ça. Et c'est dur. Parce que du coup, tu vas forcément perdre des potes à un moment. Parce que bah, tu t'en rends compte forcément que quand tu travailles. Et donc, tous les potes que tu t'étais fait avant, bah, potentiellement que, bah, c'est pas leur cas. Mais c'est pas grave, tu vois. Et donc là, j'ai un nouveau copain, tu vois, qui baigne à mort dans le milieu entrepreneurial, qui a déjà lancé plusieurs projets, il bosse en start-up, il a un petit TikTok, un peu influenceur et tout. Donc on peut pas dire qu'il peut pas comprendre ce que je vis, mais pour autant, par un moment, lui-même, il en a marre de moi, parce que lui, je pense qu'il est un petit peu moins créatif, et c'est pas négatif ce que je dis, mais du coup il a beaucoup plus de facilité à couper que moi, qui suis créative et qui passe du coup ma life à écrire des notes dans mon téléphone. Qui a ce problème? Qui lève la main là? D'écrire des notes tout le temps dans son téléphone. Donc je pourrais continuer à parler longtemps, mais je pense que je vais m'arrêter parce que déjà la fin elle est un peu longue pour dire pas grand chose. Donc est-ce que cet épisode t'a plu? Dis-le-moi dans les commentaires. J'aimerais qu'on continue à parler de ces sujets. Aujourd'hui c'était un peu la face cachée de l'entrepreneuriat. Je trouvais que c'était un bon sujet pour commencer. Et j'espère qu'il t'a plu. Et j'imagine que peu d'auditeurs l'auront écouté, mais en tout cas si tu l'as écouté, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles si tu as aimé et à me laisser un petit commentaire pour que je sache que t'étais là, parce qu'on sait jamais, hein, peut-être qu'il y a vraiment des gens qui ont écouté jusque là. Donc chaque semaine j'aborderai une nouvelle problématique liée toujours à l'entrepreneuriat, que quelqu'un m'écoute ou pas d'ailleurs, puisque je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'accoucher de toutes les choses que j'avais dans mon cerveau, donc ça va me faire du bien, j'en suis persuadée. J'espère que ça vous aidera tout autant que moi. Moi ça m'aide à évacuer ce qu'il y a dans ma tête, j'espère que vous ça vous aidera à vous nourrir. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très vite, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou dans un nouvel épisode de podcast.